Bonjour à tous, je m'appelle Audrey, j'ai 28 ans et aujourd'hui je vais poster ma première vidéo YouTube. J'ai décidé, suite à mon parcours, aux épreuves que j'ai pu vivre ces derniers mois, de créer une chaîne où on pourra échanger, où il y aura des témoignages concernant les essais bébés, les fausses couches, pourquoi pas les parcours PMA. Et j'ai décidé de commencer par mon parcours pour me présenter, pour que vous sachiez un petit peu ce qui m'est arrivé, et aussi parce que j'ai été choquée de voir ces derniers mois qu'il y avait si peu de témoignages sur YouTube concernant la fausse couche, alors que c'est quelque chose qui arrive très fréquemment. C'est un épisode qui peut arriver chez beaucoup de femmes. Une femme sur 4 est touchée par la fausse couche. Donc vous en avez forcément dans votre entourage, vous avez forcément des personnes qui ont vécu ça, même si elles n'en parlent pas, même si c'est un sujet qui est encore tabou en 2020. Alors ce que j'ai pu remarquer autour de moi, c'est que dès qu'on commençait à en parler, les langues se délient et on se rend compte qu'en fait autour de nous il y en a plein. Et si j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est aussi parce que je veux que les femmes qui vivent ça ne se sentent pas seules, qu'elles sachent qu'elles ne sont pas seules et qu'il y a beaucoup de femmes autour d'elles qui vivent ça, et qu'en parler, ça permet d'être rassurée, ça permet de comprendre ce qui se passe dans notre corps, ça permet de comprendre que malgré cet échec, malgré cette perte, eh bien, il y a de l'espoir et que beaucoup de femmes, même après ces épisodes, arrivent à avoir des enfants, et des enfants en bonne santé. Donc avec mon mari, on a décidé, suite à notre mariage en juillet 2019, de commencer les essais bébés. On avait décidé qu'après notre mariage, on fonderait une famille. On était plutôt enthousiastes et on avait déjà préparé les choses. J'avais arrêté ma pilule. Je prenais depuis quelques mois de l'acide folique. Donc on était prêt à lancer ces essais bébés dès que le mariage serait passé. On est parti en voyage de noces en août et je suis tombée très rapidement enceinte au 3e cycle, fin septembre 2019. J'ai su très tôt que j'étais enceinte. Déjà de par les symptômes, j'avais des doutes. Je suis une personne qui est très régulière, qui a des saignements à partir du 28e jour de son cycle. Et là, j'ai commencé à avoir du spotting, des petits saignements 6 jours avant mes règles. Quelque chose qui ne me ressemble pas du tout. Et j'avais des douleurs au sein, j'avais des tiraillements en bas du ventre. Donc j'ai commencé à avoir des doutes et en étant une testeuse compulsive, j'ai tout de suite pris un test de grossesse et il s'est avéré positif très rapidement. Très rapidement, je pense que j'étais à 10 ou 11 jours après mon ovulation. On était bien sûr ravis, mais on était aussi très inquiets. J'avoue qu'on ne s'est pas projeté. Alors, je me suis projetée. Je pense que mon conjoint moins, parce que j'avais des saignements. Et même si une grossesse sur 2 qui a des saignements se termine de manière très heureuse et avec un bébé, il y a quand même 50% des grossesses qui, quand elles débutent avec des saignements, se terminent par une fausse couche. Donc on a commencé à contacter du coup ma sage-femme pour que je puisse avoir une prise de sang pour confirmer la grossesse. Ce que j'ai fait très rapidement, et d'ailleurs je ne vous le conseille pas du tout, mais attendez votre retard de règles pour faire votre prise de sang. Avant votre retard de règles, vous avez de forts risques de faire une fausse couche. En plus de ça, vous allez avoir des taux qui seront très faibles en bêta-HCG et ça n'a rien de rassurant. Ça n'a rien de rassurant, donc attendez d'avoir 1, 2, 3 jours de retard de règles pour faire votre prise de sang, pour être rassuré et pour ne pas psychoter et vous rendre encore plus inquiète. Donc j'ai pas attendu du coup je n'ai pas attendu ce retard de règles. J'ai fait ma prise de sang qui était bien sûr très basse. J'avais un taux de 14, 15, pas plus. C'était très bas, donc ça confirmait la grossesse, mais c'était le tout début.
J'ai refait une prise de sang 48 heures plus tard pour voir si mon taux évoluait bien et je suis passée du coup de 14 à 93, donc une belle évolution. Donc on était plutôt rassurés et entre-temps les saignements s'étaient arrêtés. Donc vraiment un soulagement à ce moment-là. J'ai très vite déchanté puisque la semaine d'après, le mercredi, donc là la dernière prise de sang c'était le samedi, le mercredi, j'ai très vite déchanté parce que le mercredi, j'ai commencé à avoir des saignements, de nouveau. Et là, cette fois-ci, j'avais un mauvais pressentiment. J'avais un mauvais pressentiment parce que le ventre me faisait terriblement mal. Et ces saignements étaient très rouges. Donc pour moi, c'était presque sûr que c'était fini. Le lendemain, j'ai décidé d'aller aux urgences gynécologiques. Je suis tombée sur un médecin adorable, très gentil, qui m'a rassurée, qui m'a fait une échographie endovaginale et qui a vu une toute petite poche. Vraiment une toute petite poche, donc c'était le signe d'un début de grossesse et il m'a dit qu'on ne pouvait pas savoir, qu'il fallait attendre et que ça pouvait être très grave, ça pouvait être juste le début d'une grossesse, une grossesse qui s'installe, ou au contraire ça pouvait être le signe d'une fausse couche ou quoi que ce soit. On a donc avancer la prise de sang que j'étais censée faire normalement dans le week-end pour de nouveau se rassurer sur mon taux de bêta-HCG. Je l'ai avancé au lendemain pour voir si c'était une fausse couche et si mon taux de bêta-HCG avait diminué. C'est ce que j'ai fait. Et j'ai pu voir du coup que mon taux était passé de 93 à 32 en bêta-HCG. Donc du coup j'ai tout de suite compris. Je suis professeure d'SVT, j'ai fait des études de sage-femme avant de faire mes études de biologie. Donc je sais que lorsque le taux de bêta-HCG chute, c'est une fausse couche. J'ai quand même envoyé les résultats à ma sage-femme qui m'a confirmé la fausse couche par SMS. Donc j'ai appris ma fausse couche, du coup j'étais en cours de SVT avec mes élèves. Je faisais un cours sur la reproduction, je m'en souviens très bien. Et on m'a annoncé que je faisais une fausse couche. Vu que je saignais un peu plus que des règles, mais que c'était en bonne voie, ma sage-femme m'a dit que vu la date de ma grossesse et vu le peu de temps où j'avais été enceinte, le bébé allait partir naturellement. Enfin le bébé, l'embryon allait partir rapidement. Donc on a laissé faire les choses et du coup je suis partie en vacances le vendredi, ça c'était le jeudi. Je suis partie en vacances de la Toussaint le vendredi et les saignements se sont vraiment accentués. Des douleurs atroces. On m'a dit de prendre du Spasfon, mais honnêtement quand vous avez des contractions lors d'une fausse couche, le Spasfon ça n'y fait absolument rien. Ou un Doliprane, c'est pareil. C'est des contractions qui sont très douloureuses. C'est des saignements abondants. Et je ne parle même pas de la tristesse, parce que même si c'est une grossesse qui a été très courte, on se projette. Ce bébé, ça fait des mois qu'on en parle, ça fait... voilà, c'est... On se dit, ben voilà, en juin l'année prochaine, je serai maman. Et forcément, c'est quelque chose de difficile, quelque chose où on a un peu de mal à... Oui, on a du mal à réaliser que ce bébé, ben, on l'aura pas, tout simplement. Il s'est avéré qu'on a décidé avec mon mari de partir en vacances pour se faire plaisir et pour se changer les idées, pour se retrouver tous les deux et puis voilà, pour prendre soin de nous. Les saignements continuaient bien sûr. Et on s'est retrouvés avec une amie qui nous a annoncé sa grossesse pour quasiment le même terme que moi. Et j'ai appris quelques jours après que ma petite sœur allait avoir aussi son premier enfant pour le mois de juillet, début juillet, juin. Donc pas facile à gérer tout ça. Parce qu'on se dit pourquoi elle et pourquoi moi ça marche pas, pourquoi moi ça n'a pas tenu. J'ai pris la décision d'en parler autour de moi, de le dire à ma famille. Ça regarde chacun, mais
honnêtement, je ne regrette pas du tout parce que j'ai pu avoir du soutien, même si parfois les mots ou les paroles sont maladroites, on se sent compris et au moins on n'a pas le droit à la question alors vous c'est pour quand le bébé, ou il faudrait peut-être s'y mettre, hein, au moins on évite ce genre de questions et les gens ne sont pas encore plus maladroits. J'ai commencé à m'inquiéter au bout de 3 semaines de saignement. J'ai commencé à me dire que là, il y avait peut-être quelque chose qui allait pas. Donc quand je suis revenue de vacances, je suis retournée aux urgences gynécologiques et j'ai eu la chance de retomber sur le même gynécologue qui était toujours adorable et qui a été la première personne du corps médical à me demander, depuis le début de mes saignements et depuis le début de l'annonce de ma fausse couche, comment j'allais. Et ça, j'avoue que ça m'a énormément touchée. J'ai trouvé ça adorable de sa part. Ça a vraiment été quelque chose qui pour moi a compté. Et lorsqu'il m'a refait une échographie, il m'a dit que j'étais à la fin de mes saignements et que j'en avais pour 1 semaine et que ça allait très vite repartir. Mon cycle allait très très vite recommencer et je pourrais réessayer d'avoir des enfants d'ici quelques mois. Alors dans certains cas, on nous dit qu'on peut recommencer les essais bébés tout de suite. Dans mon cas, vu que les saignements avaient quand même duré 1 mois, mon gynécologue m'a conseillé quand même de me reposer pendant 3 mois et de reprendre les essais bébés après. Avec mon mari, on a pris la décision de laisser faire la nature. Et que de toute façon, si mon corps n'était pas prêt à recevoir un nouveau bébé, je ne tomberais pas enceinte. Il s'est avéré que pendant ces 3 mois, bien sûr, je ne suis pas tombée enceinte. Et je suis tombée enceinte au cycle 5 après ma fausse couche, en mars 2020. En mars 2020, donc, on arrive tout près du confinement. J'arrive à la fin de mon cycle et j'ai des douleurs, des tiraillements bas du ventre. Pas de saignement cette fois-ci, comme la dernière fois, mais des douleurs au sein, voilà. Je sais, quand je fais ce test de grossesse, qu'il va être positif. Je le sais. Je ne suis pas encore en retard de règles, parce que je suis une testeuse compulsive et je sais que quand ça va être positif, ça sera positif. On le sent, ce genre de choses. On sait que... Je sais pas, c'est quelque chose au fond de nous qu'on a, on sait quand on est enceinte. Moi je le savais. Je l'ai annoncé, je sais pas, peut-être 1 heure après à mon mari. J'avais préparé... mon mari adore la photographie, j'avais préparé un petit jouet en bois, c'était un petit appareil photo en bois. Et je lui ai montré le test. Alors, la deuxième ligne était très très fine, mais on l'a vu tous les deux. Et voilà, il n'y avait pas de doute. Mais j'ai voulu être sûre, donc je suis allée quelques heures après chercher des tests de grossesse à la pharmacie et c'est avéré que lorsque j'ai fait ces tests, ils étaient tous positifs. J'ai dû en faire pour cette grossesse, j'ai dû faire 5 ou 6 tests, quelque chose comme ça, pour être sûre. Mais cette fois-ci, avant d'alerter ma sage-femme, j'ai préféré attendre mon retard de règles. Et une fois que j'ai eu mon retard de règles, j'ai fait ma prise de sang. J'ai même peut-être attendu 3-4 jours, quelque chose comme ça. J'ai attendu 3-4 jours. Et j'avais un taux à plus de 600, quelque chose comme ça. Très rassurée, enfin très rassurée. Non, rassurée. Mais toujours cette épée de Damoclès au-dessus de nous qui nous dit ça va peut-être pas tenir en fait. Peut-être que de nouveau ce bébé il sera pas là. J'ai décidé de l'annoncer à ma famille très proche tout de suite. Tout de suite parce que ils savaient dans quel chemin on était, ils savaient qu'on essayait d'avoir un enfant, ils avaient déjà eu le témoignage de ma première fausse couche, donc ils attendaient ça avec impatience. Donc on leur a annoncé tout de suite. Et puis parce que le confinement commençait et que quand j'avais ma famille au téléphone, j'avais besoin d'être rassurée. J'avais besoin qu'on me soutienne parce que une grossesse après une fausse couche, c'est pas que du bonheur en fait. Ce bonheur-là, on l'a pour la première grossesse, mais pas pour la deuxième. La deuxième, on est très vigilant et peut-être même un peu trop, parce qu'on s'interdit d'être heureux, on s'interdit
de pouvoir ressentir des choses pour ce futur bébé, on se projette moins. Ouais, on se prive de ce bonheur-là. Et c'est pas facile et on est très anxieux et le moindre petit signe peut nous faire peur et peut nous faire imaginer le pire en fait. Donc j'ai fait cette prise de sang et 2 jours après, 48 heures après, j'ai refait une prise de sang pour voir si mon taux avait doublé et c'était le cas, il était à plus de 1200. Donc là de nouveau rassuré, même si voilà, on est rassuré, mais il y a toujours dans la petite tête, il y a toujours le petit mais qui résonne et ça reste. Quelques jours après, je refais une 3e prise de sang pour être rassurée. Et là, mon taux, il est de 6000. Alors que j'avais fait le calcul et il aurait dû être de 12 000, quelque chose comme ça. Donc là, je commence à paniquer, je commence à me dire que c'est fini, que ce bébé, je ne l'aurai pas. Et j'envoie un message à ma sage-femme avec les résultats. Et elle me rassure. Elle me dit qu'à partir d'un certain taux, ça ne double plus toutes les 48 ou 72 heures, mais toutes les 96 heures. Donc ça correspond. Ça correspond et du coup, je suis rassurée, en partie encore une fois, mais j'essaie de pas trop me projeter non plus. En milieu de semaine de la semaine d'après, j'ai commencé à avoir des petits saignements. Donc là, le doute m'envahit et je décide d'aller aux urgences. Aux urgences, on me fait une échographie endopelvienne et là, on voit ce qu'on n'avait pas vu la dernière fois, c'est-à-dire une poche. Donc quand je fais cette échographie, je suis à 6 semaines d'aménorrhée. 6 semaines d'aménorrhée, donc c'était le stade auquel j'avais fait ma première fausse couche. Donc on fait l'échographie et on voit donc une poche avec la vésicule vitelline et on voit un embryon. Donc rassurée, la gynécologue, enfin c'était une interne, me dit que tout est normal, qu'on ne voit pas encore le cœur battre, mais que l'appareil est un peu vieux et qu'on le verra mieux dans quelques semaines. Donc à partir de là, je commence à prendre les rendez-vous pour les échographies. Je me projette, même si j'ai des doutes quand même avec ces saignements. Je me repose beaucoup, parce que c'est ce que le médecin me conseille, de me reposer beaucoup, de ne pas faire grand-chose, et de prendre du Spasfon si j'ai mal au ventre. Donc je suis tous les conseils, je ne fais rien, je me repose beaucoup, et j'attends de voir si ça va bien fonctionner. Cette échographie, elle a eu quand même pour effet de rassurer mon conjoint. Et lui, vraiment, je pense qu'à partir de ce moment, il y a vraiment cru. Il s'est vraiment dit, bon, ben là, c'est bon, cette fois-ci, je vais être papa. Et il l'a même, à partir de ce moment-là, annoncé à sa famille. Donc, ça m'aidait beaucoup d'avoir à côté de moi quelqu'un qui était positif, quelqu'un qui y croyait. Parce que c'est tellement difficile quand vous vivez quelque chose comme ça et qu'au fond, vous vous interdisez d'y croire, en fait. Et c'était difficile, quoi. À la même période, ma cousine, qui essayait elle aussi d'avoir un bébé depuis plus d'1 an, m'annonce qu'elle tombe enceinte et qu'elle a le même terme que moi. Je suis très heureuse pour elle, mais au fond de moi, je me dis, il y a quelque chose qui se répète. La dernière fois, c'était ma copine et ma sœur. Là, ma cousine qui m'annonce sa grossesse en même temps. J'ai peur. Au fond de moi, j'ai peur. Je me dis, s'il y en a une des deux pour qui ça se passe pas bien, et si... je sais pas. Un pressentiment. Un pressentiment, si bien que 15 jours après, je retourne aux urgences parce que j'ai de nouveau des petits saignements. Et là, la poche n'a pas bougé. J'ai exactement la même chose que 15 jours auparavant. Exactement la même chose. On retrouve la petite poche, la petite vésicule et le petit embryon. Mais pas de cœur. Rien du tout. Rien du tout. Et là, je suis face à une interne, une nouvelle interne qui ne m'avait pas fait l'échographie la dernière fois. Et elle me dit, oui, mais peut-être qu'on s'est trompé sur
sur la datation de la grossesse, peut-être que c'est plus récent. Et là, je lui dis, mais non, non, regardez les échographies d'il y a 15 jours. J'ai exactement la même chose, la même taille pour la poche. Je suis à 8 semaines d'aménorrhée et je devrais avoir un cœur qui bat. Je devrais avoir un embryon avec des ébauches de petits bras, je devrais avoir un cœur, je devrais commencer à discerner la tête, le corps, je devrais voir tout ça en fait. Et là, c'est pas le cas. Elle appelle dans ce cas-là le médecin qui est responsable d'elle, qui s'occupe d'elle, et il vient faire l'échographie et il me dit Madame, effectivement, c'est une grossesse arrêtée, mais vous êtes jeune et ça marchera forcément. Alors là, c'est dur parce que ça marchera forcément. Écoute, je suis à ma 2e fausse couche en fait, donc peut-être que ça marchera pas, non? Faut pas me dire ça. Enfin, on n'en sait rien en fait. Oui, je tombe enceinte assez facilement, mais ça tient pas. Donc il y a peut-être un problème en fait. Et pour lui, voilà, ça arrive, c'est fréquent pour la première grossesse, il y a souvent des fausses couches. Oui, d'accord. Je pense que ce monsieur, il voit énormément de fausses couches durant sa journée, mais il ne se rend vraiment pas compte que dans la vie d'une femme, c'est un épisode peut-être unique ou un épisode exceptionnel et que on lui annonce le pire pour elle. Et que c'est vraiment quelque chose de difficile, c'est une perte. Et je pense qu'il y a certains médecins qui devraient faire attention aux paroles qu'ils emploient parce que ça peut vraiment faire mal et ça peut vraiment choquer aussi. Il me demande de revenir dans 1 semaine pour faire le point, pour être sûr que la poche ne grandit pas, etc. Dans ma tête, c'était sûr, c'était fini. Je n'ai pas eu d'espoir à partir de ce moment-là. Voilà, je sais ce que je dois avoir à l'échographie. Je sais à quel stade j'en suis, parce que j'ai fait des tests d'ovulation, parce que j'ai déjà fait une échographie à 6 semaines d'aménorrhée. Je le sais. Tout simplement, je le sais. Et donc là, j'attends cette semaine-là, j'ai mal au ventre, j'ai pas de saignement. Et puis j'arrive au rendez-vous où on confirme effectivement la fausse couche, l'arrêt de la grossesse. Et on me prescrit du Cytotec. Alors on me prescrit pas, on me donne 3 cachets de Cytotec à prendre le lendemain matin, toutes les 6 heures, pour déclencher les contractions et les saignements. Et on me dit que si 3 jours après la prise de Cytotec, je n'ai pas de saignement, il faut que je revienne à l'hôpital. Le lendemain matin, je me réveille à 6 ou 7 heures et je prends mon premier cachet de Cytotec. Les douleurs au début, ça ressemble à des tiraillements de règles, c'est pas très douloureux. Les douleurs, elles arrivent surtout à la prise du 2e cachet. 2e cachet sur les coups de 13 heures et j'ai des grosses contractions à partir de 16 heures. 16 heures, si bien qu'à 17 heures, j'ai une envie pressante d'aller aux toilettes. Et là, c'est 1 demi-heure de saignement très important, des caillots très gros. Je perds quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Je ne regarde pas dans la cuvette et je ne vous le conseille pas parce que ça peut vous traumatiser. C'est des quantités de sang qui sont importantes. On peut voir des choses qui peuvent rester. Et je pense qu'honnêtement, ça n'est pas nécessaire. Faites comme vous le voulez, mais je pense que c'est plus traumatisant qu'autre chose. Et surtout, ne faites jamais, 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 que ce soit un avortement, une IVG médicamenteuse, ou l'expulsion d'une grossesse arrêtée par voie médicamenteuse, seule à la maison. Pour la simple et bonne raison que vous saignez énormément, vous êtes affaibli, physiquement, émotionnellement, et que vous pouvez faire des malaises, vous pouvez être très malade. Donc ne faites
jamais ça toute seule. Heureusement que mon mari était là à un moment donné pour m'amener un verre d'eau, pour vérifier que j'allais bien, parce qu'il y a bien un moment où j'ai cru que j'allais partir, que j'allais tomber dans les pommes, que j'étais au bord du malaise, vraiment. Les saignements se sont calmés, on va dire, très rapidement, à 18 h. J'ai pris une douche et je saignais quasiment plus, comme des règles. J'étais persuadée, mais quand je vous dis persuadée, c'est vraiment j'étais persuadée d'avoir tout éliminé, que tout était parti. Même si les saignements ont duré un peu, j'en étais persuadée. J'ai à ce moment-là annulé mes échographies, que j'étais censée avoir, l'échographie de datation, l'échographie du premier trimestre. J'ai tout annulé. Et j'ai annulé auprès d'une autre gynécologue qui s'occupe essentiellement des suivis de grossesse et des grossesses à risque. Je lui ai dit que j'annulais parce que je faisais ma deuxième fausse couche et que du coup j'avais plus besoin d'échographie. D'elle-même, spontanément, elle m'a dit qu'elle souhaitait me voir pour qu'on puisse faire le point après ma prise de médicaments par Cytotec, 15 jours après, et qu'on envisagerait du coup de prendre rendez-vous pour des examens un peu plus poussés. Parce que pour elle, une fausse couche, d'accord, une deuxième qui est surtout liée à une grossesse arrêtée, pour elle ce n'est pas normal. Pour elle ce n'est pas normal et du coup elle voulait pousser les examens, elle n'avait pas envie d'attendre en fait la troisième fausse couche pour faire les examens. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai très vite pris rendez-vous pour faire le point avec elle. Je saignais presque plus. On fait l'échographie et là, à ma plus grande stupeur, on voit que la grossesse est toujours là. Que ce que j'ai perdu, c'était peut-être pas le bébé, ou alors peut-être qu'il y en avait deux, on sait pas. On voit qu'elle est toujours accrochée, quoi. Et là, je me dis, ça fait déjà 3 semaines que je saigne, 3 semaines que j'ai mal, et c'est pas fini. Et là, elle décide de prendre les choses en main. Et je la remercie, mais vraiment du plus sincèrement que je peux. Elle est très efficace dans le combat. Elle a beaucoup d'empathie, mais elle n'a pas de pitié. Et ça aide énormément. Elle a juste l'attitude qu'il faut, en fait. Juste les mots qu'il faut pour nous donner du courage et de la force. Et j'ai compris un peu plus tard pourquoi cette femme avait cette force-là. Parce qu'elle aussi, elle est passée par un parcours difficile pour avoir un enfant. Et c'est vraiment la personne la plus humaine que j'ai rencontrée dans ce parcours-là. Elle a pris les choses en main. Elle a appelé l'obstétricien qui allait m'opérer quelques jours après, qui était son mari. Et je l'ai vu le lundi et je suis passée au bloc le vendredi 15 mai, donc quelques jours après. Et ça a été très rapide. Donc